Au sommaire de ce journal, le chef de la diplomatie américaine à Kinshasa ce mardi, après sa visite en Afrique du Sud. Anthony Blinken devrait échanger avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire avec en toile de fond la nouvelle agression du pays par le Rwanda. Et puis on va parler dans ce journal de la réunion stratégique tenue hier par les chefs des partis politiques de l'Union sacrée de la nation sur la situation sécuritaire en RDC. La plateforme politique incarnant la vision du chef de l'État a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Leur déclaration à suivre dans le journal. Et en Afrique, les Kenyans sont aux urnes ce mardi pour élire le nouveau locataire de la State House. Ils sont plus de 22 millions à choisir le successeur d'Ouhuru Kenyatta. Et en sport, nous allons parler justement du tournoi de la cohésion nationale. Le go a été donné ce jour à Kinshasa au terrain du centre hospitalier Initiative Plus. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50 à la une de l'actualité. C'est sa première visite en RDC. Anthony Blinken devrait rencontrer le chef de l'État ce mardi dans le cadre de sa tournée africaine pour contrecarrer l'influence russe sur le continent. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle agression de son territoire et attend des condamnations formelles de la part de la communauté internationale. Et justement, la communauté nationale, les organisations de la société civile et ceux défendant les droits de l'homme attendent aussi beaucoup de l'arrivée du chef de la diplomatie américaine. Le ministère des laïcs protestants, par exemple, a prévu un sit-in devant l'ambassade américaine pour demander l'implication des États-Unis dans la guerre d'agression imposée à la RDC. L'arrivée du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à Kinshasa, qui s'inscrit dans le cadre des échanges sur les questions liées au renforcement des relations bilatérales et à la coopération entre la RDC et les États-Unis, fait parler d'elle chez les politiques commandant la société civile. Tous exigent de la part des États-Unis une position sans ambiguïté face à l'appel aux sanctions contre le Rwanda après sa complicité prouvée dans la guerre que mène le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Début août, Christophe Lutondola, ministre des Affaires étrangères, avait exprimé les attentes des Kinshasa en le résumant en 5 points. Je cite, que tout soit mis en œuvre pour que les M23 déposent les armes sans condition et adhèrent au processus de Nairobi, que le président Uhuru Kenyatta reçoive le soutien diplomatique dont il a besoin pour la mise en œuvre du plan de Nairobi. Et comme observateur intéressé, que les États-Unis impulsent une dynamique pour que les protagonistes respectent le plan de Nairobi. Que le Rwanda cesse définitivement de faire le malin en soutenant de groupes armés en RDC. Et enfin, sur le plan bilatéral, qu'il faudrait activer les accords dans le domaine de la défense et créer un environnement psychologiquement calme, propice à la réussite du plan de Nairobi. Et de son côté, les ministères des laïcs protestants Milapro, en sit-in ce mardi devant l'ambassade des États-Unis, se positionnent sur une double attente. Demander l'implication directe des États-Unis en soutien aux forces armées congolaises pour l'éradication totale des forces négatives à l'est de la RDC, le retour d'une paix totale et définitive. Même position du côté de la société civile qui attend aussi de la part de Anthony Blinken une condamnation ouverte, sincère et claire du Rwanda en s'appuyant notamment sur les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Washington est-il sincère dans sa volonté d'aider la RDC à mettre fin à la crise sécuritaire ? Qu'attend très exactement Kinshasa de cette visite du secrétaire d'État américain ? On écoute à ce propos Henri Désiré Nzouzi, expert en politique extérieure. Les États-Unis ont une opportunité historique de sortir définitivement de l'ambiguïté, en dépit du fait qu'il y a de cela quelques semaines, l'ex-ambassadeur Mike Hammer avait pointé clairement du doigt le Rwanda pour sa responsabilité dans l'escalade actuelle à l'est de la RDC. Vous le savez, il y a de cela quelques jours, un récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies a clairement identifié le Rwanda comme apportant une aide au M23
ce groupe a même affirmé disposer de preuves solides que ces forces rwandaises combattent précisément à côté du M23. Je crois qu'il y a un triple objectif, en tout cas, un triple attente de la part de Kinshasa. La première, évidemment, c'est que les États-Unis condamnent ouvertement, de la manière la plus ferme, cette agression. La deuxième chose, évidemment, c'est que les États-Unis devraient placer le M23 sur la liste des groupes terroristes. Et enfin, un dernier élément qui me paraît quand même important, vous le savez, il y a de cela quelques semaines, le Conseil de sécurité a reconduit le régime de sanctions, même si il en a allégé certaines modalités. Eh bien, ces fameuses notifications qui aujourd'hui constituent une sorte de difficulté pour la RDC de pouvoir s'équiper, eh bien, il faudrait effectivement que les États-Unis puissent tout simplement lever, en leur qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, lever en fait cet embargo. Et c'est une réunion menée par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, les chefs des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique de Félix Tshisekedi, ont passé en revue les sujets les plus brûlants de l'heure. Dans leur déclaration politique, la plateforme au pouvoir a condamné la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda. Nous, chefs des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie Est, saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression, de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Actualité également, deuxième audition ce mardi au parquet général près la Cour de cassation de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound devrait être entendu une nouvelle fois par le procureur général. Il lui est reproché notamment ses propos jugés outrageants contre le chef de l'État. Jean-Marc Kabound s'est opposé à la démarche de lever ses immunités par le bureau de l'Assemblée nationale. Et puis l'avocat du sénateur Matata Ponyo, Raphaël Nyabirungu, ne lâche pas la Cour de cassation qui a ordonné la surséance du dossier en attendant l'interprétation de la haute cour. Devant les journalistes, le professeur a demandé à la Cour de cassation de ne pas s'ériger en une juridiction des recours contre les arrêts de la haute cour. Jean-David Kilolo. Devant les chevaliers de la plume, les coordonnateurs des collectifs des avocats de Matata Ponyo, le professeur Raphaël Nyabirungu a tenu à faire le point sur les poursuites judiciaires engagées contre son client, le sénateur Matata Ponyo, et relever les incertitudes procédurales dont émaillait le procès. Le professeur Nyabirungu révèle que la défense s'attendait à ce que les exceptions soulevées reçoivent une réponse satisfaisante si l'une des exceptions était retenue. Mais curieusement, l'on va assister à une surséance. À la question de savoir si la surséance est une manière pour la Cour de se déclarer incompétente, le professeur demande au juge d'être courageux et de dire le bon droit. La Cour de cassation peut avoir ordonné la surséance, peut-être pour dire autre chose, mais elle ne m'a fait aucune confidence. Donc, je ne sais pas. Mais à ce niveau, je pense que les magistrats doivent être courageux, être en mesure de dire ce que leur disent
aient le droit et leur conscience. Ils sont juges de nos libertés. Il faut du courage pour défendre les libertés. Nous ne sommes pas les seuls à créer un régime à part pour ce genre de situation. Mais en même temps, la Cour constitutionnelle a expliqué ce sont de hautes fonctions politiques qu'il faut protéger. Pour clôturer cette conférence de presse, le professeur Nyabirungu insiste que la Cour de cassation n'ayant ordonné que la sous-séance, elle demeure seule saisie de l'affaire Boukangalonzo et le moment venu, elle se souviendra de la primauté de l'état de droit, de la suprématie de la Constitution et de la légalité des infractions, des peines et des procédures. Et en réponse au constat fait par nos reporters dans la commune de Kintambo sur le déficit de la desserte en eau par la Régie des eaux la semaine dernière, Jean Bosco Mbouaka, directeur provincial de cette entreprise, a tenu à faire une mise au point. Il a évoqué justement les vraies raisons des perturbations observées dans la capitale. Il a dit au micro de Habiba Massoudi. Kintambo, c'est une des communes la mieux desservie de la ville de Kinshasa parce que c'est non loin de notre usine de Ngaliema qui est derrière le Tex Africa. Mais c'est fait que suite aux travaux de construction des routes, une entreprise a touché sur 900 mètres de notre conduite de 160. C'est une grosse conduite qui alimente plusieurs avenues et la conséquence de ces travaux, plus de 1000 familles n'ont pas de l'eau à Kintambo. Alors nous avons, en date du 24 juin, écrit à l'entreprise qui faisait des travaux pour lui transmettre les devis de tous les travaux qu'on devait faire parce qu'il ne s'agissait pas seulement de ce point, il y avait également un autre point au niveau du pont qui a été aussi touché par la même entreprise. Il s'est fait qu'en date du 1er juillet, notre directeur de distribution a parlé avec les responsables de cette entreprise qui a pris l'engagement de payer. Nous avons attendu durant les 4 jours, il n'y a pas de solution. Nous avons saisi l'hôtel de ville et l'entreprise a promis au vice-gouverneur de fournir le matériel. Il s'est fait malheureusement, jusqu'à présent, les matériels ne sont pas fournis. Donc nous sommes bloqués à ce niveau-là. Donc ça nous fait mal de voir nos abonnés qui étaient clients de la Régie des eaux ne pas avoir de l'eau, faire de longues distances à pied, transportant des lourdes charges. Ça nous fait très mal. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur de la ville de continuer à faire pression à cette entreprise pour que cette entreprise achète les matériels pour que nous commençons les travaux. Mais en attendant, on avait commencé déjà à donner d'eau avec nos camions citernes. Et dans le continent au Kenya, 4 candidats sont en lice. Les duels semblent se jouer entre 2 d'entre eux, Raila Odinga et William Ruto. Les 22 millions d'électeurs devront, en outre de l'élection du successeur de Uhuru Kenyatta, élire les députés et les élus locaux. Un scrutin à fort enjeu au pays. Reportage de Christine Kimbwaka. Après une campagne électorale marquée par une crise économique, c'est au petit matin de ce mardi que le vote a débuté dans le calme. Malgré la pression qu'a connue la commission électorale à la veille des élections suite à l'incident dû au mauvais acheminement des bulletins de vote, c'est à l'école olympique du quartier de Kivera, l'un des principaux centres de vote, que les files d'attente se sont formées dès minuit. L'on renseigne plus de 22 millions de personnes attendues dans le pays à voter. Les 2 principaux candidats, William Ruto, actuel président âgé de 55 ans, et l'ancien opposant Raila Odinga, âgé de 77 ans, dominent le scrutin. C'est au total 4 candidats en liste pour succéder à Uhuru Kenyatta, qui après 2 mandats n'a pas eu la possibilité de se représenter. La commission électorale soumise à une pression extrême a jusqu'au 16 août pour déclarer les résultats. Signalons que les Kenyans votent leur. La commission électorale soumise à une pression extrême a jusqu'au 16 août pour déclarer les résultats. Signalons que les Kenyans votent leur 5e dirigeant depuis l'indépendance en 1963.
Et au Mali, après 2 attaques attribuées aux djihadistes le dimanche dans la ville de Tessit, située entre 3 frontières, notamment Mali, Burkina Faso et Niger, a fait état de 21 morts, dont 17 soldats maliens, 4 civils et 9 portés disparus dans le camp de l'ennemi. Selon le communiqué publié hier par les autorités maliennes, elle souligne plusieurs pertes matérielles. Pour rappel, le précédent bilan de l'armée faisait état de 4 soldats et 2 civils tués. On passe au sport à présent. Le go de la 3e édition du tournoi de la cohésion nationale a été donné à Kinshasa au terrain du centre hospitalier Initiative Plus dans la commune de Lansele. À travers ce tournoi, Marie-Olive Lembe-Kabila tient à booster les talents des jeunes filles congolaises. Pour cette 3e édition, 34 équipes vont s'affronter pour tenter de gagner le titre. Le match se joue à élimination directe et toutes les formations se donnent à fond. 4 rencontres étaient au menu pour le go de cette 3e édition. Le tenant du titre, RCG de Lingwala, a malmené AJTM de Mangafula sur le score de 6-0. L'autre victoire est celle de Marseille devant Toula Katula de Busabros. Présente sur le lieu du tournoi, la maman de l'international congolais Samuel Moutoussami a quant à elle loué non seulement l'initiative tendant à valoriser la femme congolaise à travers le football, mais aussi lancé un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises de pouvoir suivre l'exemple de Marie-Olive Lembe-Kabila. Pour sa part, Papi Tamba, président de l'association Essor et Expansion des Congolais, a remercié Maman Olive Lembe-Kabila pour son altruisme pour que les go de la 3e édition du tournoi de la cohésion nationale soient donnés. Et l'association sportive V-Club et le FC Saint-Éloi Lupopo seront fixés ce mardi sur les adversaires qu'ils vont affronter au tour préliminaire respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Le tirage au sort de la Confédération africaine de football sera effectué au Caire en Égypte sous le coup de 16h heure locale. Pour rappel, le tout-puissant Mazembe et le Daring Club Motema Pembe sont exemptés du premier tour. Place au rappel des titres à présent. Le chef de la diplomatie américaine à Kinshasa ce mardi, après sa visite en Afrique du Sud, Anthony Blinken devrait échanger avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur la situation sécuritaire avec en toile de fond la nouvelle agression du pays par le Rwanda. Et nous avons parlé dans ce journal de la réunion stratégique tenue hier par les chefs des partis politiques de l'Union sacrée de la nation sur la situation sécuritaire en RDC. La plateforme politique incarnant la vision du chef de l'État a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Et en Afrique, les Kenyans sont aux urnes ce mardi pour élire le nouveau locataire de la State House. Ils sont plus de 22 millions à choisir le successeur d'Ouhuru Kenyatta. Et en sport, nous avons parlé justement du lancement du tournoi de cohésion nationale, lancement effectué justement au terrain du centre Initiative Plus de Maman Olive Lembe-Kabila. Restez avec nous pour la revue de presse. Bienvenue à vous si vous nous avez rejoints. Place à la revue de presse maintenant. Et c'est avec Christopher Ochokum qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Christopher Ochokum. Bonjour et merci de me recevoir Gaëtan Koubabouranzi. Je vous attaque directement. Que vient faire Anthony Blinken à Kinshasa? C'est la question que pratiquement tous les journaux se sont posés ce matin, bien que son agenda, son programme à Kinshasa en RDC est connu, mais l'on se demande les dessous des cartes, comme dirait Jean-Marie Kassamba. Selon des sources à la présidence de la République et au ministère des Affaires étrangères, là on est sur le site de RFI, la sécurité prendra une grande partie des discussions entre les autorités congolaises et les dirigeants américains.
2020, la RDC attend beaucoup des États-Unis au sujet de l'activisme du M23 et des tensions entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa considère que ce groupe armé ne résiste que grâce au soutien de Kigali et donc veut que le secrétaire d'État américain mette davantage de pression sur Paul Kagame, selon l'entourage de Félix Tshisekedi. Les autorités congolaises espèrent également que les États-Unis vont placer le M23 sur leur liste des mouvements terroristes comme ils l'avaient fait en mars 2021 avec les ADF. Une information que Actualité.cd ne contredit pas. Après l'Afrique du Sud, première étape de sa tournée africaine entamée depuis dimanche, le chef de la diplomatie américaine se rendra cette semaine dans les deux pays, en RDC puis au Rwanda, il faut le signaler. Mardi, M. Blinken sera reçu en début de soirée par le président Tshisekedi qui ne manquera pas d'évoquer des questions de partenariat stratégique entre la RDC et les USA, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Encore Actualité.cd nous renseigne qu'il ne sera pas accueilli qu'avec les honneurs. Vous l'avez même dit dans votre journal. Justement. Le ministère des laïcs protestants Milapro, à travers sa jeunesse en synergie, notamment avec quelques mouvements, a annoncé un sit-in déjà ce mardi 9 août devant l'ambassade des États-Unis en RDC en prélude de l'arrivée au pays du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce sit-in, d'après ses organisateurs, vise un double objectif: demander l'implication directe des États-Unis en soutien aux forces armées congolaises pour l'éradication totale des forces négatives qui sévissent dans l'est du pays et le retour d'une paix définitive, mais aussi d'obtenir des autorités congolaises compétentes l'organisation des élections crédible, transparente, juste et inclusive dans les délais constitutionnels et le vote non électronique afin de renforcer la confiance populaire du processus et réduire les risques d'éventuelles fraudes. Et Shima Magazine s'est intéressé à l'autre enjeu également, notamment les sanctions ciblées, vous le savez. Est-ce que c'est le moment venu pour les lever? Il y a Corneille Nangaa qui a même signé comme ça un article dans Jeune Afrique. On en prend un tout petit peu, un petit extrait ici. Ces déplacements. Il a également envoyé une lettre, justement. Une lettre justement aux États-Unis. Voilà, un déplacement qui est très attendu par lui, Corneille Nangaa. D'ailleurs, l'ancien président de la CENI n'a pas caché sa volonté de faire le plaidoyer auprès de Blinken pour obtenir la levée de ces sanctions prises à son encontre. Dans une correspondance, celle que vous venez de citer tout à l'heure, adressée au chef de la diplomatie américaine le 5 août dernier, l'ancien patron de la centrale électorale a fait mention de la nécessité de réévaluer les sanctions américaines liées au processus électoral de 2018. Dans cette note, il rejette aussi la responsabilité du glissement des dernières élections, la validation selon lui par l'Assemblée nationale du rapport interne de la CENI concernant le dernier processus électoral ainsi que le fait qu'il n'occupe à ce jour plus aucune fonction dans le domaine électoral devrait l'exclure des critères de désignation prévus pour ces sanctions. Autre sujet, Christopher Ochokum, l'affaire Kabound bouge déjà les lignes dans la classe politique congolaise. On va être très court à ce sujet parce qu'en ce moment même, 7 sur 7 nous apprend qu'il est déjà arrivé au parquet général près la Cour de cassation et Jean-Marc Kabound va s'expliquer pour la deuxième fois sur les faits lui reprochés, notamment injure publique, imputation dommageable et offense au chef de l'État par la justice, un peu comme Maman Marie hier qui a été libérée puis a présenté des excuses à la première dame, c'est qui a d'ailleurs beaucoup étonné le public. L'ancien président intérimaire de l'UDPS, Tshisekedi, lui a refusé à répondre à 2 invitations du bureau de l'Assemblée nationale après le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation de poursuite contre lui et la levée de ses immunités. Kabound a demandé à Mbosso, à ce bureau Mbosso notamment, de surseoir cette démarche étant donné que son instruction est en cours. Alors qu'il était attendu justement au palais du peuple à Lingwala, Jean-Marc Kabound a été aperçu, vous le verrez sur ce tweet d'opinion.info, à Kaouka, un quartier que vous connaissez très bien, au centre d'Indongue, avec Fridolin Ambongo. On parle de chaudes accolades, très amicales, appréciables entre le cardinal Fridolin Ambongo et Jean-Marc Kabound, ancien président AU de l'UDPS, devenu opposants au régime. C'est qu'ils se sont dit, bien que ça n'a pas été révélé clairement, on croit déjà le savoir. On attendra dans les prochains jours ce qui va se passer. Mais en même temps, à défaut de recevoir Jean-Marc Kabound, Christophe Mbosso s'est entouré des lieutenants de l'Union Sacrée pour une déclaration qu'on peut voir dans Radio Okapi pour terminer. Vous les voyez tous de gauche à droite.
Augustin Kabouya, Samalou Kondé, Bernard Kayumba, Bati Lukwebo et bien sûr Christophe Mosso. Les leaders de l'Union sacrée ont réaffirmé leur détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité et la concorde nationale. Ils renouvellent leur soutien aux forces armées de la RDC, à la police nationale, aux services de sécurité dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale. Les mêmes personnalités lancent par ailleurs un appel pressant à toutes les nations amies, épris de paix et de justice, afin qu'elles s'intensifient avec notre pays des relations d'amitié et de coopération multisectorielles. Merci Christopher Otiokoum pour cette très belle revue de presse. Merci Gaëtan. Merci à vous tous également, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. L'actualité reste inconnue.